que je voudrais en fait vous narrer comme histoire, c'est comment Thales utilise les technologies, donc beaucoup de technologies numériques dans ce que je vais dire, pour trois choses. D'une part, permettre de mieux comprendre le changement climatique, mieux comprendre, mieux l'observer. Secondement, comment on utilise ces technologies numériques pour améliorer l'existant et le futur dans un certain nombre d'applications, usages qui sont consommateurs d'énergie et donc producteurs de carbone, de dioxyde de carbone. Et troisièmement, comment on rend ces mêmes technologies numériques plus éco-responsables. En troisième temps. Donc je vais illustrer ces trois volets par quelques éléments, peut-être pas être exhaustif forcément, mais je pense que ça vous donnera la tonalité. Le premier, comprendre. Alors c'est sûr qu'un système qui se dérègle, le système climatique terrestre, est un système extrêmement complexe. Il est complexe parce qu'il y a beaucoup d'interactions et parce qu'il est global à l'échelle de la planète et que si on ne comprend pas cette globalité, eh bien, on ne peut pas le modéliser, on ne peut pas le comprendre et donc on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Et dans ce domaine-là, nous utilisons en fait nos compétences dans le domaine spatial pour donner des instruments qui permettent à la communauté de comprendre cette situation-là. Je vais citer un ou deux exemples. Un est assez récent, on est en train de faire le développement d'un satellite dans le cadre du programme européen de l'Agence spatiale européenne, dans le programme Copernicus, un satellite qui va permettre de mesurer pour la première fois le CO2 atmosphérique qui est produit par l'activité humaine et avec une résolution spatiale qui jusque-là est totalement inégalée, elle est une cinquantaine de fois meilleure que tout ce qui existait jusqu'à maintenant, une résolution de 2 km sur 2 km. Et ça sur toute la Terre, sur l'ensemble des surfaces, qui permettra effectivement de toucher, je dirais, la vérité finalement sur la production de cette pollution et de pouvoir monitorer son évolution dans le temps. C'est une information absolument capitale pour pouvoir agir globalement pour résoudre le problème. Un autre satellite qui est également dans le cadre de l'environnement est la mesure de l'épaisseur des glaces avec une nouvelle technologie qui permettra en fait de dissocier l'épaisseur de la glace qui est formée au-dessus des mers de l'épaisseur de la neige qui est sous-jacente sur les pôles, qui permettra donc, alors c'est donc une plus grande précision, une plus grande profondeur d'analyse et par ailleurs également une meilleure résolution. Vous savez à quel point les pôles d'une part contribuent à l'évolution climatique et d'autre part en subissent un prix élevé dans la fonte des glaces. Donc ça, c'est deux instruments absolument uniques. Ils s'ajoutent en fait à des compétences et une activité dans l'observation au service de l'environnement qui sont déjà déployés, qui sont tout aussi importants. Je cite juste quelques-uns pour vous donner l'étendue des technologies qu'on utilise. Nous avons des satellites dans le cadre des programmes Sentinelle de Copernicus également qui sont capables de regarder la couleur de la mer, donc distinguer le plancton, de la pollution, des courants, des interactions, ce qui est également là aussi quelque chose d'extrêmement précieux. Je crois que les événements climatiques récents permettent bien de comprendre de quoi je parle. Nous avons également déjà installé des satellites qui permettent de mesurer les altimètres pour la surface de la mer. Vous savez que la mer n'est pas si plate que cela, ça dépend des vents, etc. Et donc ça, c'est également un élément essentiel avec les éléments thermiques. Vous savez sans doute que les océans, la masse thermique des océans est celle qui est la plus grande sur la Terre. Et finalement, l'avenir des océans dicte ce que sera l'avenir des continents. Et donc, en ayant cette vision globale sur ces territoires qui sont plutôt isolés, les océans, eh bien, ça permet de mieux comprendre la planète. Et puis, historiquement, vous savez, vous connaissez les satellites Météosat qui permettent d'avoir la prévision météorologique. C'est aussi un domaine dans lequel Thales est clairement leader. Nous sommes, je crois, déjà à trois générations de satellites Météosat. Donc voilà pour l'observation qui est un élément important. Il vient évidemment compléter ce que l'on peut faire au sol
mais la capacité de comprendre l'analyse de l'espace en tout point du globe est absolument essentielle. Le deuxième point que je voudrais illustrer, donc c'est un certain nombre d'applications, et je vais prendre évidemment le sujet qui préoccupe beaucoup de gens, qui fait parler, qui est la mobilité, les transports. Et ce que je voudrais vous montrer là, c'est également un autre aspect, c'est qu'on va parler, et vous aurez peut-être des questions sur le long terme, sur un certain nombre de projets dont on a entendu, mais je vais essayer aussi de vous montrer qu'il y a des choses que l'on peut faire dès maintenant, faire des choses qu'on peut faire aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire à moyen terme, et on travaille aussi sur le long terme. Donc ce n'est pas seulement un sujet du futur. Si vous voulez bien, je vais commencer par le transport ferroviaire, qui, comme vous le savez, est comparé à d'autres modalités, un transport déjà assez vert, mais qu'on voudrait rendre plus vert encore. Si vous regardez quelles sont les origines de la consommation électrique, et donc indirectement l'impact carbone de cette modalité de transport, on peut voir que l'énergie consommée à faire bouger à la cinétique du train, donc à la mobilité, à la traction, varie entre 85% pour les grandes lignes à peu près 60% pour le métro. Ça, c'est les deux extrêmes. Le reste de la consommation, c'est d'autres choses. C'est la signalisation aux voies, c'est l'éclairage, c'est les communications, etc. La partie que fait Thales, qui est la signalisation, qui est finalement la couche de l'intelligence du transport ferroviaire, elle est en fait négligeable, y compris par rapport aux résidus de la consommation, c'est-à-dire aux 15%, 40%, selon le cas que j'ai cité précédemment. Pour autant, elle a la capacité à avoir un effet direct important sur la réduction de l'énergie nécessaire à la motricité du train. Comment? Alors nous avons deux solutions qui sont déployées sur le terrain déjà. Une qui est basée sur les données massives, qui va en fait capter les différentes informations autour des voies, du train, de l'environnement, etc. Et qui va permettre avec un applicatif et le traitement de toutes ces données en temps réel de donner des recommandations aux conducteurs pour qu'il agisse sur la conduite du train, avec un contrat d'engagement en fait de réduction de l'énergie sur un an de service. Une autre solution qui est également développée, dans le cas des trains qu'on appelle CBTC, c'est les trains qui communiquent entre eux et avec les éléments de supervision. On appelle cette solution-là Green CBTC. Elle permet, avec d'autres types d'algorithmes, d'optimiser cette fois-ci tout un ensemble de trains. Donc c'est très pertinent pour le milieu urbain où vous avez beaucoup de lignes, beaucoup de trains qui vont circuler à différents endroits. Elle peut par exemple éviter que plusieurs motrices démarrent en même temps. Ce faisant, font un appel au courant extrêmement fort, ce qui oblige l'opérateur d'avoir un circuit d'énergie qui est taillé pour la demande la plus grande, alors qu'en moyenne, elle sera plus basse. Et ce qui, en termes de bilan, n'est pas optimal. Donc, le Green CBTC permet d'optimiser, de lisser la demande. Il va également en fait envoyer des commandes sur l'accélération, le freinage des trains dans différentes stations, un événement fréquent, et c'est là qu'on consomme le plus, c'est au moment où on change de vitesse. Et donc optimiser cela permet d'optimiser la consommation d'énergie. Les deux solutions que je vous ai citées, qui ont des modalités un peu différentes, mais qui ont la même finalité, arrivent à diminuer la consommation des motrices de l'ordre de 10 à 20% sur les systèmes installés. Donc ce n'est pas négligeable, ce n'est pas encore le remplacement de train par un train hydrogène, si vous voulez, mais c'est absolument important pour une solution numérique, en fait, qui est derrière, qui, elle, consomme peut-être 1%, 2% de l'énergie totale. Donc voilà pour ce qui est l'immédiat. Oui? Pardonnez-moi, vous avez donné la réduction de consommation d'énergie pour les systèmes installés dans le cadre du Green CBTC. Est-ce que vous pouvez aussi nous la donner dès maintenant pour le contrat d'engagement de réduction de consommation d'énergie concernant la signalisation? Est-ce que vous pouvez le préciser? En fait, dans cette partie-là, la signalisation fait partie du système de supervision, c'est une partie intégrante. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris, mais les deux solutions installées que je vous ai citées, celle basée sur les bases
massives, enfin sur les données massives, et celles basées sur le système CBTC, en fait, sont toutes les deux dans le même intervalle. Hein, et ils peuvent aussi travailler main dans la main éventuellement. Hein, mais on est avec ce type de solution dans la gamme de 10 à 20%. Après, ça dépend évidemment du système installé. Il y en a qui sont plus performants de ce point de vue-là nativement, plus modernes, on va dire, d'autres moins. Donc le gain est à évaluer, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, en fonction de l'état du réseau tel qu'il est installé. Et je vais résumer l'élément essentiel. Les deux solutions que je vous ai citées ciblent des améliorations dans la gamme de 10 à 20% sur les systèmes installés en fonction de leur modernité ou optimisation initiale et peuvent travailler main dans la main. Donc voilà pour ce qui est des choses d'aujourd'hui. Pour demain, mais ce n'est pas un demain très lointain, on travaille sur les trains autonomes. Il y a plusieurs impacts en termes d'environnement pour les trains autonomes. D'une part, ils vont nativement embarquer ce type d'algorithme que je viens de vous citer. Il n'y aura pas besoin d'avoir des add-ons, des ajouts. On pourra les mettre nativement dans cette intelligence-là. Ils vont également en fait fluidifier le trafic, fluidifier et densifier. En le fluidifiant, on va arrêter un certain nombre d'arrêts inutiles parce qu'on va mieux anticiper le trafic. Du style, il y a un obstacle sur la voie, etc. Donc je vais anticiper, donc je vais m'arrêter au bon moment et pas trop de fois, etc. Et la partie densification, l'augmentation de la capacité des systèmes importants, des systèmes existants est importante. Pourquoi ? Parce que, en fait, une augmentation, et ça on le sait assez bien, une augmentation de la capacité du trafic terrestre ferroviaire capte une partie des voyageurs qui autrement auraient pris leur voiture. Et là, évidemment, quand on compare la voiture par rapport à train, on a un avantage grand pour le train. Donc, quelque part, c'est un effet collatéral des trains autonomes qui permettent d'améliorer encore le bilan global du ferroviaire. Donc, voilà pour le ferroviaire, brièvement, mais vous avez les éléments importants. Pour la partie aérienne, on est dans une stratégie sur le fond assez voisine, mais dans un contexte qui est encore plus exigeant, qui se passe dans l'espace, dans des trajectoires 3D, etc. Donc nous agissons là aussi sur plusieurs composantes et certaines sont également capables d'avoir des effets à court terme. J'ai parlé aussi bien de l'avion que du trafic aérien plus généralement. Donc dans l'avion, vous savez sans doute, nous sommes en charge de la partie, là aussi, hein. Donc nous faisons la partie intelligente, le cerveau de l'avion, qu'on appelle le Flight Management System, hein, donc qui est un système de processeurs et des interactions avec le pilote embarqué. Donc ce nouveau cerveau qu'on appelle Pure Flight dans notre jargon est un système beaucoup plus connecté, ouvert sur l'extérieur, qui permet une évolution, qui est adaptatif, qui va pouvoir capter des données certaines qui participent à la sûreté de fonctionnement de l'avion, et donc sur des réseaux ad hoc, et d'autres qui sont des données plus ouvertes comme la météo, etc. Tout ça pour en fait permettre au pilote d'optimiser la trajectoire de l'avion en vue d'une plus faible consommation. Là aussi, hein, comme dans le train, mais c'est encore plus fort, c'est les phases de montée et les phases de descente de l'avion qui sont les plus consommatrices. En vol, en haute altitude, un avion consomme vraiment très peu. Par contre, dans la descente et dans la montée, c'est là où on a le plus de consommation. Et on sent intuitivement, mais on le vérifie en pratique et en théorie, qu'une montée douce et une descente également quasiment en vol plané sont passées par des différents niveaux, différents paliers, sont plus économes en énergie. Tout ceci ne peut pas venir sans données. Il faut assurer la sûreté de vol. Donc il faut évidemment que les systèmes certifiés sur l'avion, et c'est le cas du Flight Management System, permettent d'avoir ces fonctions-là tout en ayant toutes les autres spécificités de l'avionique. Donc voilà la partie cerveau. Maintenant, sur le trafic aérien lui-même, nous travaillons aussi sur un système de gestion de flux. Cette fois-ci, je ne parle pas d'un avion ou de quelques avions,
mais globalement du trafic aérien avec un système, on appelle ça le Air Traffic Flow Management, qui va lui aussi avoir une collection de données beaucoup plus massive et qui va dans un premier temps, et c'est pour cela qu'on l'utilise aujourd'hui, gérer toute la partie prévision, planification des vols. Comme vous savez sans doute, vous avez des horaires pour vos départs d'avion. Ces horaires, globalement, sont fixés longtemps à l'avance. Et au fur et à mesure que votre jour de départ, votre heure de départ avance, tous ces horaires sont périodiquement revisés en fonction de l'actualité. S'il y a des avions qui sont en retard, s'il y a des conditions météo. Donc cette planification est une planification dynamique du trafic. Et le système qu'on développe permet en fait d'avoir cette dynamicité de mise à jour de la planification des vols avec un critère d'optimisation de la consommation énergétique. On voit bien que quand vous avez un phénomène, enfin on comprend bien, je pense, que si vous avez un phénomène exceptionnel, une zone d'orage particulière sur un espace, que ça va désorganiser le trafic aérien. Si on ne gère que le problème de l'évitement de la zone, qui est indispensable pour la sûreté, mais si on ne gère que cela, on n'a aucune garantie qu'en même temps, on a choisi la meilleure combinaison qui permette d'éviter des attentes, des trajectoires trop longues, une optimisation globale. Donc on est, comparaison du premier exemple, le premier exemple était un exemple en vol centré sur l'avion, même s'il communique. Le second exemple est plus dans l'anticipation de tout un trafic. Donc les deux, là aussi, marcheront main dans la main. Et on est aussi, là aussi, je ne peux pas être plus précis que ce que j'étais pour le ferroviaire, mais comme ordre de grandeur, de gain possible, on est dans la gamme de 10% plus par rapport au système existant. Alors, comme vous savez, à plus long terme, dans le cadre d'ailleurs du plan de relance du domaine de l'avionique que le gouvernement a mis en place avant les vacances, nos partenaires du domaine travaillent sur des avions avec d'autres types d'énergie, remplacer l'hydrogène par d'autres moyens. On parle d'avions hydrogène, mais in fine, en fait, ça va être des moteurs électriques qui vont pouvoir propulser avec différents types d'énergie. Et là, pour ces moteurs-là, c'est exactement comme pour ce que je vous ai dit jusque-là, c'est lors de la montée et lors de la descente qu'on a besoin le plus de puissance nécessaire. Et de nouveau, si on calibre l'énergie à bord, les systèmes d'alimentation pour couvrir la demande maximale, eh bien on va embarquer du poids supplémentaire en énergie de stockage, en moyens de propulsion, qui vont être utilisés pendant un temps très court. La question est, peut-on faire autrement? Eh bien, on s'inspire de ce que vous voyez dans la Formule 1, qui est le système Kers, kinétique, qui en fait emmagasine une énergie lors des freinages et lors d'autres parties dynamiques de la voiture, et qui est capable de donner un boost en énergie à la Formule 1 dans la phase d'accélération lorsqu'il veut doubler quelqu'un. Alors, un avion, il n'est pas fait pour doubler, mais on imagine un système identique. On va stocker de l'énergie électrique et la rendre en plus lors de la phase où la demande est la plus forte, le décollage. Et comme on est un grand acteur de la conversion électrique d'ores et déjà dans les avions, là on reverse le système, c'est-à-dire qu'on ne crée pas seulement de l'énergie, on va rendre l'énergie qui était stockée dans l'autre sens quelque part. Donc on travaille également sur cette conception aussi qui va trouver sa place lorsque effectivement les nouveaux avions vont pouvoir être définis, et ça permettra d'alléger quelque part la solution embarquable nécessaire pour donner finalement plus de portée à l'avion, mais également moins d'empreinte carbone. Voilà donc pour ce que je pense être deux applications assez grand public en termes d'impact et d'usage, mais qui derrière sont très, très technologiques et où je pense qu'on peut percevoir un des éléments forts qui est celui auquel on croit et dont je suis le porte-parole aujourd'hui, c'est que en fait les technologies, les hautes technologies, le numérique, ne sont pas un ennemi de l'environnement. Au contraire, ils permettent d'amoindrir la facture énergétique, donc de diminuer l'impact carbone et permettent de penser développement
mais aussi développement durable, développement économique et développement durable, ce qui est important, je pense, pour les économies qui sont les nôtres. Pour autant, même le numérique consomme. Donc je voudrais donner quelques éléments sur cette partie-là, puisqu'on n'est pas insensible non plus à cet argument-là, et essayer de voir comment on peut apporter des réponses également sur ce volet-là. Alors un équipement électrique consomme finalement à deux phases de consommation. Une première est dans la partie quand on fabrique l'équipement. Il faut extraire des matières premières, on a des usines, etc. Et puis l'autre, c'est quand il est en usage. Vous devez connaître, je pense, ce qui est souvent rapporté dans la presse sur les téléphones portables, sur les télés, etc. Dans tout ce qui est, on va dire, produit consumer, la partie production est grande, et souvent plus grande que 50% de l'ensemble de la consommation du cycle de vie. Et donc l'usage est à peu près de même ordre de grandeur que la partie fabrication. Et on comprend que dans cette logique-là, l'obsolescence trop rapide des équipements est une mauvaise chose pour l'environnement, parce qu'à chaque fois, on paye la partie fabrication de nouveau. Dans les systèmes professionnels, ils ont une durée de vie nativement plus grande que le grand public. Donc on n'est pas dans ce ratio 50-50, on est plutôt, je vous donne des gros chiffres parce que ça va varier secteur par secteur, on est plutôt dans les 20 en production et 80, la règle des 20-80 avec la précision habituelle de cette phrase-là, mais c'est un petit peu l'ordre de grandeur. Pour autant, on essaie de regarder un peu les deux. Je vais vous donner juste quelques pistes que l'on fait. Sur la partie production, en fait, il y a deux approches. Il y a d'une part, dans nos équipes de développement, alors, comme vous imaginez, les produits que l'on fait, les systèmes que l'on fait sont très dévoreurs d'ingénierie, de développement, et ça peut durer longtemps. Donc c'est un effort important. On a introduit maintenant une approche de l'éco-design, c'est-à-dire qu'au même titre que la sécurité, par exemple, fait partie des contraintes de conception chez nous, pour des raisons évidentes, l'empreinte environnementale, tout le long du cycle de vie, fait partie du design, et c'est ce qu'on appelle l'éco-design. L'autre point, c'est que, et on a vu une évolution qui s'est faite sur plus de 10 ans, mais qui pénètre dans tous les secteurs, c'est que tous nos équipements et tous nos systèmes deviennent de plus en plus reconfigurables par du logiciel. C'est-à-dire qu'on peut les faire évoluer en fonction des besoins de leur utilisation, ce qui nécessite d'ailleurs qu'ils soient conçus ainsi. Mais c'est ce qu'on appelle, alors encore, je suis désolé, par-ci par-là, j'utilise les mots anglais parce que le métier, quelque part, presque l'impose. Mais on utilise ça avec le jargon de Software Defined Equipment, donc des équipements définis par le logiciel. On a commencé il y a plus de 10 ans avec les radios, c'est-à-dire les téléphones mobiles pour le secteur de la défense, on appelle ça des radios. Ça a continué avec des radars. Aujourd'hui, on a des satellites de télécommunications qui sont complètement configurables par logiciel, alors que jusque-là, eh bien, il fallait soit lancer un second satellite, soit se contenter d'un fonctionnement imparfait du satellite qui était en orbite. Aujourd'hui, ça va devenir du passé et c'est maintenant également appliqué au réseau de communication. Donc cette approche de programmabilité, en fait, est une action, alors on l'a fait pour un tas de raisons, mais un des bénéfices, c'est de faire reculer la période d'obsolescence. Passer la partie plus usage, en me focalisant autour de l'IA, mais l'IA par ricochet comprend les données, le stockage, etc. Le premier point qui est important pour nous, c'est le choix de l'algorithme. Il faut savoir qu'il y a des algorithmes en IA qui sont plus consommateurs d'énergie que d'autres. Ceux qui sont les plus dévoreurs d'énergie, c'est l'apprentissage profond, certes puissant, mais il est très consommateur. Mais il y a des alternatives, et notamment dans les milieux de systèmes critiques qui ont d'autres exigences de confiance, de certification. Nous préférons en fait des algorithmes qui sont soit hybrides, qui embarquent les données et les modèles, la connaissance, ou voire ce qu'on appelle de l'IA purement basée sur les modèles, l'IA symbolique, qui elle consomme très très peu. Le point intéressant, c'est que sur ce cas-là, une plus grande confiance dans le système
va de pair avec une moindre consommation électrique. C'est intéressant parce qu'en fait, on assiste souvent à des débats sur la compétition finalement avec les préoccupations environnementales et les performances du système. Et on a l'impression qu'on est obligé de faire des compromis en minimisant l'un par rapport à l'autre. Sur l'IA, ce n'est pas ainsi. Sur l'IA, en fait, pour des raisons qui sont un petit peu longues à expliquer, ça va de façon assez synchrone. L'autre point sur les données, dans certains cas, on a besoin de beaucoup de données, vous savez. Alors nous, je dirais, on n'est pas forcément ébloui totalement par le mot big data. Je veux dire, si on s'arrête à ce niveau-là, beaucoup de données, on peut dire que c'est beaucoup de pollution. Ça peut être aussi beaucoup de données qui ne servent pas à grand-chose. Moi, j'ai une dent contre les selfies, donc voilà, ça ne sert à rien. Mais dans le monde professionnel, on peut aussi se poser la question, est-ce que toutes les données sont utiles ou pas? Donc on a plutôt une philosophie de smart data, c'est-à-dire les données qui sont pertinentes pour l'information et pour l'usage dont on a besoin. Et on a tout un tas de techniques, alors là je pourrais vous parler une journée entière, tout un tas de techniques de réduction du problème, ce qu'on appelle plutôt une IA frugale, qui se satisfait de moins de données pour un résultat équivalent et parfois meilleur, souvent meilleur en termes de confiance. L'autre point qui va dans le même sens, c'est des réseaux d'intelligence plutôt distribués, ce qu'on appelle du edge, par rapport à du centralisé. Et donc là aussi, de ne pas systématiquement mettre en place des communications entre la périphérie des réseaux et un centre quelque part au milieu. La communication, ça consomme également. Et parfois, c'est indispensable. Parfois, le problème peut être résolu localement, edge, sur des solutions embarquées. Donc, nous réfléchissons également pour les architectures des systèmes de commandement, de communication que nous faisons pour nos différents clients, sur des architectures qui prennent cette partie-là en compte, encore une fois, sans sacrifier la performance, parce qu'on ne peut pas le faire, mais il y a des solutions qui sont moins, je dirais, simplistes ou simples, qu'une vision d'un centre cloud qui manage tout, mais qui peuvent être tout à fait pertinentes et intéressantes. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut mettre cette algorithmie sur des circuits électroniques. Donc nous travaillons beaucoup sur les circuits électroniques à très faible consommation. Pour un certain nombre de problèmes ou de cas d'application avec des sujets très exigeants, nous avons développé nos propres circuits qui étaient moins consommants que ce qu'on trouve commercialement, parce que nos contraintes étaient plus grandes. Ça, je dirais, c'est maintenant, hein, c'est ce que l'on fait déjà. Évidemment, on regarde ce qui est commercialement disponible et puis on essaye de choisir en fonction de paramètres-là, mais on a les capacités de conception. Et puis, un volet, lui, plus long terme, qui est, on travaille sur une technologie d'électronique qu'on appelle la spintronique. Le mot est un peu compliqué. Ça utilise toujours des électrons, mais ce n'est pas la charge de l'électron qu'on regarde, c'est son spin, c'est-à-dire sa rotation. L'histoire derrière est que cette technologie qui aujourd'hui est utilisée pour des mémoires de masse, c'est une technologie qui existe, on sait nous l'utiliser pour faire des réseaux de neurones, pour faire des synapses de connexion, les deux beaucoup plus intriqués, beaucoup plus intégrés que l'électronique classique, type transistor, CMOS, etc., est capable de faire. Donc ça, c'est plus un projet de recherche que nous menons avec le CNRS, mais qui a eu beaucoup d'écho dans la communauté, avec plusieurs articles dans la revue Nature, parce qu'en fait, on est allé au-delà de la physique. On a implémenté des algorithmes de reconnaissance vocale sur des bases de comparaison, et on a vu qu'en fait, on était tout à fait aux mêmes performances que les autres, mais avec une consommation électrique potentiellement 100 fois plus faible que son alter ego avec l'électronique actuelle. Donc voilà, là aussi, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu tout le temps. On se balade entre le court terme et puis une vision plus long terme. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux sont possibles parce que, en fait, vous savez bien, le Thales est
est une machine technologique quelque part avec beaucoup d'expertise, beaucoup d'activités. On essaye évidemment de mettre cela au diapason pour s'attaquer à ce problème-là qui nous concerne comme tous et auquel on peut contribuer. Et le dernier point que tu as mentionné, Marco, c'est ce qu'on appelle aussi les nanoneurones artificiels. C'est ça, oui. Qui sont développés dans le laboratoire voilà. Albert Fert à Palaiseau, et qui est dirigé par une chercheuse du CNRS, voilà. Julie Grolier, que vous avez peut-être rencontrée. Voilà. Un nanoneurone, c'est à peu près la taille d'un atome. Enfin, un nano, c'est 10 angstroms, on est dans la taille atomique. Hein. Si vous preniez une plaquette de semi-conducteur, que vous l'agrandissez à la taille de l'Île-de-France, un atome, c'est à l'épaisseur d'un cheveu. Voilà. C'est vraiment petit.